Bonjour à tous, bienvenue pour ce moment de partage autour de la prévention à la Maison des Collines à Montferrat. Nous voulons parler des addictions aujourd'hui. Il y a des addictions à tout. Certaines ne portent pas à de trop graves conséquences. L'addiction au chocolat ou à la sucrerie, ça peut générer quelques problèmes de diabète peut-être, mais enfin, il y a des addictions qui sont plus graves, comme celle à la nicotine, au tabac, qui fait quand même 73 000 morts par an en France. C'est la première cause de mortalité, avec une réduction d'espérance de vie de 20 ans. L'addiction à l'alcool, qui est la deuxième cause de mortalité en France, avec plus de 40 000 morts en France chaque année. Et puis nous aborderons donc les drogues, mais aussi l'addiction à la pornographie. Ça fait moins de dégâts forcément sur le plan physique, mais sur le plan psychologique, c'est assez destructeur. Beaucoup de culpabilité, les gens se sentent sales, ça détruit les vies, les couples, les foyers, l'addiction au jeu également. Donc nous allons essayer d'aborder ça rapidement. J'ai avec moi Benjamin qui travaille aux Collines depuis 2 mois et qui est accompagnant éducatif et social, qui interviendra pour donner son témoignage. Et puis on a aussi Kylian, un de nos résidents, qui partagera aussi son expérience par rapport aux drogues. Voilà, donc ce qui est important de voir, on sait que les drogues ne datent pas du XXe siècle ni du XXIe. On en retrouve des traces 3000 ans avant Jésus-Christ, des traces de tabac, l'alcool, etc. Souvent, c'était dans des cadres bien spécifiques. Le cannabis s'est vraiment développé après les années 60. Après les années 70, c'est plutôt la cocaïne, l'héroïne. Et puis après, dans les années 90, c'est plutôt les extasies, avec les substances hallucinogènes. Alors ce qu'on voudrait voir dans un premier temps, c'est l'impact que toutes les drogues, que ce soit drogue, substance ou pornographie, jeux, ont sur le cerveau. Tout se passe dans le cerveau et ce sont toujours les mêmes zones qui sont touchées. Donc on sait, les drogues, l'addiction, c'est un processus qui se met en place et qui agit forcément sur le cerveau. Les jeunes pensent toujours contrôler, on pense toujours contrôler l'addiction, mais en fait c'est chimique et il y a quelque chose qui se passe dans le cerveau au niveau des neuromédiateurs, les synapses qui sont le passage entre deux neurones et qui perturbent tout le fonctionnement des neuromédiateurs. Et en fait, la personne pense contrôler, mais la recherche du plaisir que ça procure crée en même temps une perte de contrôle. Alors, ce qu'on voit, c'est l'effet sur le cerveau. La dépendance s'installe parce qu'il y a toujours cette notion du plaisir. Il y a le centre du plaisir. La drogue agit là-dessus. Et s'il n'y avait pas le plaisir dans les drogues, il n'y aurait pas d'addiction en fait. L'addiction, elle vient parce qu'il y a quand même un plaisir à prendre des substances, à regarder un film ou à jouer, etc. Donc voilà, ça s'inscrit en nous, ça s'inscrit dans la mémoire. Donc ça c'est bien ancré. Et quand il y a ce qu'on appelle les douleurs, ce sont des frustrations, des contrariétés ou des souffrances, la personne naturellement va se rappeler que finalement elle mérite bien un peu de soulagement, de réconfort, de plaisir. Et en fait, c'est le système de récompense qui se met en place. Et les moindres contrariétés, les frustrations ou autres vont déclencher l'envie de reprendre une substance, de reprendre un film, ou etc. Et à force d'être dans ce système de récompense, la répétition crée l'addiction. On va voir également comment ça se passe au niveau de la tolérance et quand la dépendance s'installe. En fait, je ne sais pas si vous voyez bien à la vidéo, il y a toute une zone verte, c'est la zone d'équilibre. Elle est représentée par un trait, le trait vert.
Et c'est la zone d'équilibre dans laquelle on se situe en général. Hein, voilà. Et il y a juste au-dessus, c'est la notion du plaisir. Et en fait, bien sûr, il y a du plaisir quand si on va faire un pique-nique, on va faire du sport. Le vendredi pour les étudiants, c'est la fin des cours, etc. Forcément, ça va monter un peu, mais ça reste toujours dans la zone d'équilibre. Hein, ça reste toujours là. Et puis, quand les vacances sont finies, quand le week-end est terminé, en fait, ça redescend, mais ça reste toujours dans la zone d'équilibre. Hein. Voilà, ça se balade ici, c'est toute une zone qui se trouve dans l'équilibre. Mais quand il y a une substance qui vient, une pornographie qui agit sur les mêmes glandes du cerveau, ça crée un plaisir souvent qui dépasse le plaisir ordinaire. Et en fait, celui qui consomme la substance, il y a une montée, il atteint ce qu'on appelle la planète, il plane. Quand on dit il plane, mais c'est ça en fait, c'est que ça dépasse le naturel, quoi, le normal. Et en fait, la personne se trouve bien, se sent bien, et le plaisir que ça procure fait qu'on voudrait que ça s'arrête jamais. Mais c'est pas le cas. Et au bout de quelques minutes ou quelques heures, ça redescend, l'effet redescend. Alors au début, ça redescend, mais ça redescend toujours dans la zone d'équilibre normale. Voilà. Et puis, à force d'en prendre, l'effet, il y aura moins d'effet. Il y aura moins d'effet. Et ce qui fait que il aurait tendance à, vu qu'il y a moins d'effet, à force d'en prendre, à augmenter les doses. Et là, ça veut dire que l'organisme tolère la substance, tolère le produit. Et à partir du moment où il faut augmenter les doses, c'est qu'on a dépassé un seuil de tolérance. Alors on va augmenter les doses. Et jusqu'à ce qu'on augmente encore pour ressentir davantage d'effets. Et mais ce qu'il y a, c'est que plus on en prend, moins on monte haut, on plane de moins en moins. Et par contre, quand il y a la descente, on redescend en dessous le niveau normal. Et on se situe dans un état de dépression, hein, et de mal-être. Et plus ça dure avec les mois ou les années de consommation, il y a toujours un peu de plaisir, mais il n'y aura jamais ce que la personne a connu à la première fois. Et par contre, quand ça descend, ça va de plus en plus grave. Et à la fin, le toxicomane, il consomme pour éviter de souffrir. Hein. Il se trouve dans une nouvelle, dans la dépendance. La zone rouge, là, c'est son nouvel état d'équilibre. En fait, il est complètement en dessous de la dépression, du mal-être. Il est dans une dépendance totale. C'est ce qu'on appelle la galère. Hein. La lune de miel est passée, tout le plaisir est terminé, et il se retrouve dans une période de souffrance. Et après, il va consommer pour éviter de souffrir. Et il pense qu'à une chose, c'est à sa dose. Alors, qu'est-ce qu'une drogue? Hein, c'est une substance qui agit sur le cerveau, c'est ce qu'on appelle la substance psychoactive, hein, parce que ça modifie tout dans le cerveau, ça modifie les sensations, les motivations, la concentration, l'humeur, le comportement, tout est affecté chez l'individu. Hein. Et ça provoque des changements au niveau physique, psychologique, social. Hein, voilà, et c'est un effet, c'est progressif en fait. Benjamin pourrait peut-être nous dire comment les choses se sont passées, comment ça a commencé avec les substances. Tout à fait, oui. Moi, voilà, bonjour à tous. J'ai touché à des substances illicites de ce type. Dans mon adolescence, en fait, suite à un deuil, j'ai commencé par ce qui est le tabac, la cigarette. Effectivement, au début, on ressent bien cette sensation de montée, d'euphorie qui nous fait même rigoler. Et très vite, une fois que le corps commence à s'adapter, eh ben, il n'y a plus les mêmes effets et la même euphorie. Et après, soit on change de produit ou on consomme davantage. D'abord, on peut essayer le cannabis et après l'ecstasy et ainsi de suite en fait. Et plus on augmente les doses ou les produits, le départ, ça va être assez éphémère, ça va être assez
comment on dit encore, on va rigoler, quoi, on va être très euphorique. Et après, quand on va redescendre, eh ben, on va redescendre à chaque fois de plus en plus bas. Et ça fonctionne avec n'importe quel type de drogue, même la cigarette. Après, la cigarette, bon, il n'y a pas vraiment d'effets, comment dire, qui font planer tout ça. Mais au début, oui, quand même. Et après, ben, ça devient vraiment récurrent et une addiction auquel on arrive très très mal à se débarrasser. Alors, ce qu'il y a, il faut savoir, c'est qu'il y a plusieurs sortes de drogues. Hein. Ces substances sont classées en trois catégories, où on voit les stimulants, hein, dans lesquels on trouve la cocaïne, le crack, les extasies, le tabac. Hein, donc ça augmente la vigilance, ça diminue la sensation de fatigue et de sommeil. Hein, il y en a donc dans les pays où ils cultivent le cocaïer, ils mâchent les feuilles de coca pour ressentir moins de fatigue. Hein, c'est un coupe-faim également, donc voilà, ça stimule. Et puis il y en a d'autres qu'on appelle des dépresseurs, hein, qui ont un effet d'endormissement. Hein, c'est l'opium, la morphine, l'héroïne, les amphétamines. Et puis il y a les perturbateurs, dans lesquels se trouvent le cannabis et l'alcool pour les principaux. On trouve le LSD, les champignons hallucinogènes. Donc ils viennent tout perturber. Et donc forcément sur l'influx nerveux, le système électrique qu'il y a dans le cerveau, ça vient influencer, et ça peut ralentir, accélérer ou perturber complètement le fonctionnement. Peut-être que Kylian, tu pourrais peut-être nous dire, peut-être on a vu Benjamin qui a commencé par le tabac et puis après ça enchaîne le cannabis. Est-ce que toi tu pourrais nous dire quand ça a commencé et pourquoi ça a commencé? Alors ça a commencé jeune déjà, enfin jeune, c'est déjà on est tenté quand on est tout petit, si on a une famille avec des parents qui fument, donc déjà ça influence, et ensuite quand on grandit, après il y a tout l'entourage, si on a les copains ou les grands frères des copains qui fument et tout ça, ça donne envie de fumer déjà. Et on commence vite, moi j'ai vite commencé par la cigarette, j'avais vraiment, quand j'ai commencé à fumer, j'avais 15 ans, et 15 ou 16 ans, et cannabis avec, et ensuite les choses elles s'enchaînent assez rapidement, on commence à boire, on commence à prendre, puis quand on a un pote qui commence à nous entraîner, on va plus loin, on va dans la drogue dure, on va faire des raves, on va faire plein de trucs, et puis comme Christian l'a dit, la montée elle est... Ça, au début, c'est bien, ça monte vite et tout ça, et puis on plane grave, on est en euphorie, comme il disait. On redescend aussi au bout d'un moment, et quand on redescend, ça suscite une envie de reprendre et tout ça. Le cerveau, il en redemande, et le corps, dès qu'il y a une dépression, dès qu'il y a quelque chose qui va pas, c'est la cigarette, c'est le joint, c'est la fête, l'alcool, les machins. Et on plonge vite, et c'est difficile aussi à en sortir. Alors, quand est-ce qu'il y a dépendance? Le tableau suivant nous montre 7 manifestations. Et, il ne faut pas forcément avoir les 7. À partir de 3 au moins de ces manifestations, on peut dire qu'il commence à y avoir dépendance. Hein. La première, c'est quand on a besoin de quantités toujours plus grandes. Voilà. Donc une tolérance s'installe, il faut augmenter les doses. Et là, donc, c'est un premier signe. Comme quoi une dépendance peut s'installer. Mais donc il en faut au moins 3. La deuxième, c'est quand on arrête et qu'on commence à ressentir l'effet de sevrage, de manque. Et quand on commence à être énervé, agité, agacé, on est en colère, ça nous démange, ça nous gratte, notre humeur change, on est irritable, etc. Ce sont des signes. Le manque est là. Hein, nous on le voit parmi les jeunes qui viennent, souvent il y a 15 jours d'essai à 1 mois d'essai. Souvent dans le premier mois, on s'aperçoit tout de suite les jeunes qui sont en manque. Hein, donc le manque est aussi une preuve comme quoi une dépendance est aussi en train de s'installer. Hein. Benjamin, peut-être il va continuer. Nous avons aussi en troisième possibilité les substances prises en quantité supérieure. C'est ce que Christian indiquait aussi avec la tolérance. Plus le corps va commencer à s'adapter, plus on va augmenter les doses. Nous avons aussi le désir persistant ou des efforts infructueux pour réduire et contrôler l'utilisation de la dépendance. C'est ce qu'on essaye de gérer,
mais après, c'est vraiment le produit qui commence à prendre position sur nous. Après, on voit il y a le temps qui est consacré à rechercher la substance. Aussi, quand le matin on se lève, on pense qu'à ça. Hein, donc, on va chercher de l'argent, on est capable de voler, il n'y a plus de respect. Hein, on vole ses parents, on vole sa famille, on vole ses copains. Il faut de la substance et le temps qui est consacré est un signe aussi. Hein. Quand il y a également l'abandon d'un cursus de formation, l'abandon des études, une chute des résultats scolaires. On a vu des jeunes qui ont préparé un CAP, qui se sont jamais présentés à l'examen du CAP, par exemple. Hein, ils le cachent jusqu'à ce que ce soit évident pour tous qu'il y a un gros problème. Hein, donc, ce sont des signes. La personne peut devenir complètement asociale, elle se renferme. Sinon, c'est fréquentation avec les copains. Hein, mais autrement, elle peut être dans l'abandon de tout, même professionnel. Hein. Et puis, quand il y a la poursuite, la consommation des substances malgré les problèmes de santé que ça engendre. Quelqu'un qui a attrapé un cancer de la gorge à cause du tabac, voilà, il continue de fumer quand même. Il sait, voilà, les dangers qu'il y a sur sa santé, sur les rythmes, sur le cardiovasculaire, etc. Ok, et continue quand même de prendre. Ça, c'est aussi une manifestation comme quoi vraiment la personne est accro, la personne est dépendante. Donc, il suffit de 3 manifestations pour dire qu'on est vraiment accro, on est vraiment dépendant. Hein. Alors, il y a des facteurs de risque. Hein, les facteurs de risque, forcément, il y a le produit. On ne sait jamais ce qu'il y a dans le produit. Hein. Bien sûr, le shit, il contient un tas de choses. Quand on dit au lycée, là je fais de la prévention dans un lycée sur Toulon, un lycée professionnel, et que je dis que dans le shit, il y a du henné, il y a de la crotte de chameau, ils n'en reviennent pas, mais ils ne savent pas ce qu'il y a. Ils pensent qu'il n'y a que des bonnes choses. Hein, vu que ça fait du bien, vu que ça crée un plaisir, ils ne savent pas ce qu'il y a. De même que les produits, la cocaïne qui peut être coupée avec du sucre ou de la farine ou de l'acide de batterie ou d'autres choses qui est bien plus grave, quoi. Hein, voilà. Donc le produit, ça c'est aussi un facteur de risque. Bien sûr, la dose, hein, plus la dose est élevée, plus il y a des risques, hein, risque d'overdose. Hein. Le mode de consommation peut être un facteur de risque, surtout si on utilise les mêmes outils, les mêmes instruments que les autres, ne serait-ce que la seringue, peut, par la pratique de l'injection, être un facteur de risque élevé. La polyconsommation, c'est ceux qui consomment plusieurs drogues, favorisent les risques. Peut-être on peut continuer sur maintenant les facteurs de protection. Il y avait aussi, oui, j'ai oublié de dire la fréquence. Bon, la fréquence, la durée de consommation également, la précocité des consommations. Kylian, tu disais que tu avais commencé quand même assez jeune aussi. Ouais. Et plus on commence tôt, plus on devient accro en fait. Ah oui, c'est sûr. Hein, et on augmente les doses, comme tu disais. Au bout d'un moment, au début, c'est par petites doses, et puis après, on augmente vite les doses partout. Enfin, que ce soit la cigarette, le cannabis, l'alcool ou tout ce qui est drogue dure, ecstasy, cocaïne, et puis de plus en plus vite aussi. Au début, ça peut être une fois par mois, ensuite ça devient une fois par semaine, ensuite ça fois tous les jours, et ensuite c'est matin, midi, soir, nuit. Là, c'est abusé. ouais. Il y a un facteur qui est important aussi dans toutes ces consommations, c'est la manne financière qu'on peut y attribuer. Ouais. Plus on a une manne financière forte dès le départ, plus on va injecter de l'argent dedans. Moins la manne financière est forte, ben c'est vrai qu'au début, ben on va galérer, on va avoir des difficultés de produire certains produits. Et donc, ça va limiter quand même quelque part la consommation. Ça, c'est un facteur qui est très important aussi à contrôler en tant qu'adulte, parent et jeune qui est inséré dans le travail et tout ça. Et disons que on a eu un jeune il y a quelques années qui
la maman était toxicomane. Et lui, il dit, quand il est né toxicomane. Hein, en fait, il a eu besoin d'un sevrage dès sa naissance parce que sa mère ne s'est pas arrêtée pendant la grossesse de consommer des drogues, la cocaïne, etc. Et lui, il est né, comme il dit, toxicomane. Alors, quand nous on l'a eu, il avait 25 ans, il dit, j'ai 25 ans de toxicomanie. Et en fait, il a toujours besoin de faire des cures, de produits de substitution. Bien sûr, tout passe par le placenta. Hein. La femme fume, l'enfant fume, la maman boit, l'enfant boit aussi. Hein, je veux dire. Et donc, plus on commence tôt, un médecin nous expliquait qu'en fait, c'est comme un tuteur. Quelqu'un qui commence à fumer à 25 ans aura moins de mal à s'arrêter que quelqu'un qui a commencé à 10 ans. Parce que les 20 premières années, c'est les années d'apprentissage et puis de développement physique, psychologique, psychique. Et en fait, c'est comme s'il grandissait avec un tuteur. Et donc, ça l'oriente vers la dépendance au produit. Hein. Donc, il y a certaines situations, bien sûr, où il y a des facteurs de risque plus importants, comme là quand on parlait de la femme enceinte. Mais s'il y a des facteurs de risque, il y a aussi des facteurs de protection. Hein. Qu'est-ce qui peut nous protéger? Parce que toutes les personnes, on n'est pas tous égaux devant les substances psychoactives. Et en fonction aussi du contexte familial dans lequel on est. Le médecin nous expliquait que, en fait, un jeune qui est dans un foyer où il y a le dialogue, il y a l'amour, la compréhension, il dit, il n'y a pas de raison que l'enfant il aille vers les drogues. Il peut essayer un moment au collège de fumer un joint, mais en général, il ne va pas persévérer. Pourquoi? Parce que il a son nid douillet chez lui. Il parle facilement avec ses parents. Il y a une bonne relation de confiance. Il y a la paix, il y a l'amour dans le foyer. Il n'y a pas de raison qu'un enfant qui est stable, qui est bien entouré, aille dans la drogue. Hein, donc, forcément, quand il y a une bonne famille, ça, c'est un facteur de protection. Hein. Quand il est dit s'informer, ça peut nous protéger aussi. Quand le jeune est informé sur les produits, la dangerosité du produit, il va dire non, moi ça j'y touche pas. Est-ce que ça vous est arrivé de dire non, moi je veux bien, ouais, le tabac, ok, cannabis, mais enfin non, ce produit-là j'y touche pas parce que ça fait trop de dégâts. Est-ce qu'on vous a averti, vous avez été informé de certaines choses comme ça aussi? Nous, entre amis, on s'était mis à un accord, et un accord qui a été respecté. C'était par rapport à l'héroïne. On a dit qu'on n'allait pas franchir cette barrière-là. Et c'est une barrière, une limite vraiment qu'on s'est mis. Et on a respecté quand même jusqu'au bout. Ouais, c'était quelque chose. Pareil, excuse-moi, vraiment pareil. Tout ce qui était aiguille et tout ça, en sachant avec les aiguilles ce que ça provoquait, et on voyait des gens qui pouvaient être allongés par terre complètement morts. Enfin, on ne prend pas l'aiguille. Enfin, moi, je m'étais fixé ça en tout cas. Je ne prenais pas l'aiguille. Ouais. Il y a aussi des facteurs de protection, les résistances et nos résistances propres. Ça veut dire que c'est cette capacité de dire non. Hein, de dire non à des, entre guillemets, des copains, des dealers qui voudraient nous entraîner plus loin que ce qu'on voudrait dire. Allez, la première dose est gratuite. Ah, il faut résister à ça, parce que c'est tentant aussi de dire oui, j'essaye, finalement la première dose est gratuite, ça m'engage à rien, sauf qu'une dépendance peut très vite s'installer. Et quand il y a eu un effet, quand il y a eu une montée avec un autre produit, parce que l'organisme n'est pas habitué, les neuromédiateurs, etc., sont pas habitués à une nouvelle substance, il va y avoir une montée. La personne sait, le dealer sait très bien que un essai gratuit, c'est un consommateur pour des années. Hein, et donc avoir cette capacité de résistance à dire non, c'est important, ça nous protège aussi. Il y a aussi bon, les proches également, bien sûr, la famille, j'en parlais il y a quelques instants, où quand on est accompagné, quand on est bien entouré, voilà, il n'y a pas de raison pour qu'on aille dans la drogue, ça nous protège. Parfois, c'est des fois un peu rébarbatif, tu sors pas ce soir, tu sors avec qui, etc. Mais ce sont des facteurs de protection.
Et il faut pouvoir tenir compte de ça. Hein. Les amis, ce ne sont pas ceux qui consomment avec nous, on le croit, mais ce n'est pas toujours le cas. Hein. Si vous avez à intervenir, n'hésitez pas à intervenir. Hein. L'environnement, mais l'environnement, c'est aussi la cité. Hein. Peut-être qu'à la campagne, on est peut-être moins touché que dans les quartiers en ville. Non, mais maintenant, trop, c'est pas le cas. Moi, on en trouve partout. Non, enfin, moi, j'étais pas dans les quartiers, mais chez nous, ça tourne aussi, hein, ça c'est sûr. Même la plupart des grands que je voyais, que ce soit des adultes ou on voit que ça tourne clairement dans un village, dans le nôtre ou dans d'autres hein, aussi. Hein. J'ai connu plein de gens, ils sont dans des villages et ça carbure à fond là-bas. Moi aussi, j'ai grandi dans un village avec peu d'habitants et ça s'est bien ancré dans le village. Ça tournait assez facilement, on trouvait un peu ce qu'on veut. D'ailleurs, beaucoup de gens parlaient sur le village, mais je pense que c'était comme ça un peu partout pareil. Quoi. Donc, les campagnes ne sont pas exempts de ce c'est complètement décentralisé. Oui, tout à fait. C'est répandu partout maintenant. Ce qui peut nous protéger, c'est une insertion scolaire, sociale, professionnelle, une formation. Ça peut nous protéger parce que si on va arriver à quelque chose, on est inscrit dans un site, dans une formation, ça peut être motivant pour dire il faut que j'arrête, mais parfois quand l'addiction est trop forte, on décroche quoi. Hein, donc voilà. C'est de trouver quelque chose qui nous plaît quoi. Ça c'est très important. Moi ce qui m'a permis de sortir un peu de tout ça et d'être ciblé dans cette situation, c'est par rapport à mon métier. La menuiserie, j'ai su assez tôt, assez jeune, et c'est vraiment quelque chose de bien que je voulais faire ça quoi. Donc j'ai toujours essayé d'évoluer dans ce domaine et à chaque fois j'avais quelque chose qui m'attrayait, qui me plaisait quoi. Et quelque chose qu'on aime, c'est quelque chose qu'on s'intéresse. Ça c'est important. Ouais. Voilà, donc n'hésitez pas à nous poser des questions via Facebook, les commentaires ou autres. On va aborder un autre sujet, c'est la pornographie. Et vous dit, une ex-actrice de X disait « Quoi que vous fassiez, vos enfants verront du porno ». Alors là, ça fait peur. Hein, on se dit « Mais c'est pas possible, pas nos enfants ». Il y a quand même 350 milliards. C'est le nombre de vidéos visionnées chaque année. 350 milliards. Ça veut dire que sur 7 milliards d'êtres humains, si on s'amuse à ce petit calcul-là, ça fait quand même 50 vidéos par an, hein, par personne et par an. Mais par personne, ça veut dire du nourrisson jusqu'à la personne la plus âgée. Donc ça veut dire que si on enlève les moins de 18 ans, on peut tomber à 5 milliards, ça représente 70 vidéos par an. C'est énorme, ça veut dire qu'on est pratiquement à 1 à 2 cassettes vidéo par semaine, par habitant. Et on voit que les mineurs découvrent en moyenne leur première image pornographique vers l'âge de 9 à 11 ans. C'est très tôt, ça marque complètement une vie. Et on va voir en même temps les effets que ça peut produire. Kylian a bien voulu témoigner aussi par rapport à ça, du danger que ça représente, hein, et de l'influence que ça peut engendrer sur notre psychisme. En tout cas, déjà, pour commencer maintenant, comme ça on parlera de la suite après. Les mineurs découvrent en moyenne leur première image pornographique vers l'âge de 9 à 11 ans. Nous, c'était vrai, bon, nous les jeunes, enfin en tout cas, mon entourage, on a connu vite les images pornographiques personnellement. Approximativement, je ne me rappelle plus vraiment, mais entre 10 et 12 ans, c'est là où les premières images pornographiques, je les ai vues, et puis après on continue, on trouve même des jeux porno et tout ça, et vraiment des jeunes, ça commence assez fort. Ouais. Alors, il y a, sur Internet, on a trouvé Florent Badou qui a fait un site qui est sorti de la dépendance. Il dit que ce qui est le problème, il dit ce n'est pas de regarder des images pornographiques, c'est d'être incapable de s'en passer. Hein, incapable. Il dit on pense qu'on a encore le contrôle, alors qu'en réalité on est déjà otage de nos pulsions et les signes précurseurs sont souvent déjà présents comme des changements d'humeur ou de comportement. Et c'est quelque chose qui est difficile à se séparer parce que quelqu'un dit aussi dans son témoignage
je vais prendre son témoignage, où il dit que le problème avec le porno, c'est que même si vous n'avez pas d'image sur votre écran, vous pouvez aller chercher des images dans vos pensées. Hein. Et il dit qu'il faut pouvoir renouveler ses pensées avec de bonnes pensées. Et malheureusement, il n'y a pas un bouton effacer pour remettre à zéro vos pensées. Donc il dit il faut résister. Hein. Et le problème, c'est la drogue, elle est là. Elle est silencieuse. C'est une drogue, la pornographie, c'est une drogue insidieuse parce que autant les autres substances, on voit les effets physiques qu'il y a sur l'organisme, que la pornographie, c'est beaucoup plus insidieux parce que ça détruit vraiment de l'intérieur, dans les pensées, dans le psychisme. Hein, et puis, ça dégrade tout. Hein. N'hésitez pas, si vous avez un témoignage Ouais, je pense que dire. sur la pornographie, il faut être bienveillant sur nos ados, hein. Maintenant, à l'heure 2.0, comme on dit, on met des téléphones portables avec Internet, avec tout ce qu'il faut. On met des armes nucléaires, moi je trouve, dans les mains de nos enfants. Et quand on arrive dans cette période d'âge, dans l'adolescence, on commence à chercher les premières quêtes amoureuses et tout ça. Et c'est un facteur qui cherche à s'identifier, on cherche à identifier l'amour dans ce genre de phénomène. Et c'est complètement dégradant pour la croissance amoureuse de l'enfant, quoi. Ça, c'est vraiment des choses auxquelles on doit être très attentif en tant que parent. Je pense qu'il faut faire très attention. Je suis d'accord avec le fait. Je sais plus si on va en parler après ou je sais plus du tout, mais c'est vrai que la pornographie, je trouve que ça détériore grave le partenaire avec qui on pourra avoir des relations plus tard. Moi, vraiment, ça laisse comme si c'était un objet en fait, et c'est pas bon quoi. Ça grave une image et puis ça persiste, et à chaque fois qu'on recommence une vidéo, c'est la même image qui s'imprègne de plus en plus et qui prend racine en nous. Et après, c'est difficile à enlever. C'est vraiment, faut déraciner. Est-ce qu'on peut dire c'est une addiction? Ah oui, Vous dites aussi. Ouais, ouais. Il y a... Surtout que nous, en tout cas, quand on était jeunes, s'il y en a un qui regardait pas du porno, enfin de ceux que je connaissais, en tout cas, c'était pas normal. C'était un mec, il était pas normal, c'était limite, on s'encourageait les uns les autres à en regarder. Du coup, on en regardait encore plus, et enfin après, ça devient chaud. Ouais. Un témoignage aussi, Guillaume dit que la forte consommation de porno, ou même moins conséquente, entraîne forcément une addiction. Ne nous mentons pas, le porno est une drogue aussi dure que les autres, au même titre que l'héroïne ou la cocaïne. C'est une drogue vicieuse, invisible et dangereuse. Voilà un témoignage. Alors, on voit que ça laisse en tout cas une image fausse de la femme. La pornographie, c'est comme un produit de consommation, on prend, on jette, ça fausse l'image de la relation sexuelle. Il n'y a pas d'amour, il n'y a pas d'amour du tout dans le porno. Il n'y a pas d'amour, ça dénature complètement la relation sexuelle. Hein. C'est de l'illusion, c'est du faux plaisir, des faux orgasmes. Hein. Et puis, ça détruit l'image de la femme, en fait. Hein. On voit que, bien sûr, le porno devient vite une drogue. Hein. Florent Badou expliquait dans son témoignage, il disait « Tant de personnes sont brisées par le cannabis ou l'alcool ». Il dit de même, des millions d'hommes et de femmes ont leur vie brisée par la pornographie. Alors oui, j'en suis sûr que la pornographie rend dépendant. J'en parle pour l'avoir vécu. Toute habitude excessive peut amener à une addiction. Hein. Voilà. Et puis, qu'est-ce que ça fait encore? Le porno isole. Hein. Est-ce que finalement, la personne est heureuse? Peut-être pas. Il y a un semblant dans la pornographie, mais en fait, elle est complètement isolée. L'isolement n'est pas forcément visible. Il peut être avec d'autres personnes et puis avoir ses pensées ailleurs. Hein. L'isolement est surtout invisible. Hein. Et puis, ça isole dans le sens aussi où la personne qui se livre à la pornographie, finalement, elle recherche que son plaisir. Hein. Donc, il y a une forme d'égocentrisme. Hein. C'est une prison psychologique, en fait. Hein. Et puis ça peut entraîner aussi, quelqu'un posait la question, est-ce qu'il peut y avoir aussi une addiction à la sexualité? Il peut y avoir une addiction à la masturbation, il peut y avoir toutes sortes de dérives sexuelles à partir de là. Hein.
témoignage aussi. Quelqu'un disait, c'est un pseudo, son témoignage, son pseudo c'est la gaffe. Il dit tout d'abord, il faut avoir le courage d'enlever toute chose qui peut vous inciter à regarder de la pornographie. Et là, il explique finalement, ce jeune, quand il a voulu prendre la décision d'arrêter, il s'est aperçu comme quoi il était vraiment accro. Et il a fallu qu'il prenne des mesures drastiques pour enlever toutes les possibilités de revenir vers ça. Et il dit, j'ai fait enlever par mon distributeur de services télé les chaînes à la carte, donc je n'ai plus accès à des films porno. J'ai mis des logiciels anti-porno sur mon PC, mon portable, mon cellulaire. J'ai jeté tous les magazines porno. J'ai effacé tous les films que j'avais sur mon PC. Hein, il faut vraiment prendre le porno au sérieux, comme si votre vie en dépendait. Hein. On se rend compte vraiment du danger qu'il y a la pornographie, surtout dans ces temps en plus de confinement qu'on vit, et certains sites veulent mettre l'accès à des sites pornographiques gratuits, hein, et là ça représente vraiment un danger d'autant plus pour les jeunes et les enfants. Hein. Est-ce que vous voyez d'autres choses à partager sur ce thème? Je pense que je fais le tour, je n'ai pas d'expérience ou de complément à apporter, ça a été assez clair surtout. Très bien. Avant d'aborder l'autre sujet, sur les addictions au jeu. Voilà, nous reprenons avec l'addiction au jeu. On va aborder les jeux numériques, les jeux ordinateurs, et puis on abordera les jeux d'argent également. On a eu quelques résidents comme ça qui étaient addicts aux jeux, beaucoup par jeux numériques, jeux en ligne. Et puis on a eu aussi des personnes qui ont été addicts aux jeux d'argent. Hein. On a Emmanuel qui est venu nous rejoindre et qui nous donnera son témoignage, hein, donc par rapport aux jeux d'argent. Hein. Donc on voit les jeux informatiques. Aujourd'hui on utilise un mot geek. Les geeks, ce sont ceux qui passent des heures sur l'ordinateur. Il n'y a plus de vie, c'est de vie sociale, de relations sociales. Ce sont des personnes qui passent 8 heures, 12 heures, même plus, sur l'ordinateur. Hein, le mot anglais signifie, geek là, food, donc fou de jeux de science-fiction, de jeux vidéo, de jeux de guerre, etc. Donc c'est un geek, c'est quelqu'un qui est très imaginatif, hein, qui est toujours un peu dans l'enfance et qui joue des jeux de rôle. Hein. Il y a le no life aussi, donc qui signifie pas de vie en anglais. Hein, et là, c'est quelqu'un qui il ne vit que par son jeu, quoi. Il est dans le virtuel en permanence. Il sort plus. Il peut se contenter d'avoir son RSA comme ça et d'avoir son appartement et de passer ses journées à jouer. Hein, il y a un témoignage de personnes là, qui dit ma vie est un no life, hein, qui dit ma vie est similaire à celle d'un chien. Je reste enfermé, je ne vois personne, il ne se passe jamais rien, je mange à n'importe quelle heure, je suis toujours seul, je mange seul, etc. C'est terrible d'entendre ça. Est-ce que c'est tout le temps ça? Est-ce on peut être accro comme ça, Kylian, au jeu, au point qu'on n'en dort plus, on n'en mange plus Alors personnellement, j'ai jamais vraiment été no life dans le sens que j'ai pas passé des semaines, ni des mois, ni quoi que ce soit à être tout seul dans ma chambre et à être enfermé. Par contre, j'ai passé vraiment beaucoup de temps à jouer. Au début, ma mère, elle fixait des heures et elle disait, comme mon père d'ailleurs, il fixait des heures, il disait 1 heure de jeu et après vous arrêtez 1 heure et demie.
Puis au bout d'un moment, même dès le début, ça nous saoule et on dépasse la limite et ensuite on joue la nuit et ensuite, même avec les potes, moi j'invitais mes potes et on jouait à 2, 3 et j'allais chez mon pote, on jouait. Et ça se mélangeait aussi avec le cannabis, mais en tout cas, c'était vraiment quelque chose, c'est sûr que c'est addictif, mais ça bloque un peu extérieurement. Nous, on jouait, c'est vrai qu'on était no life dans le sens que, enfin moi en tout cas, je passais des journées, des nuits à être chez moi sans sortir et à pouvoir jouer, mais ça durait pas des semaines ni des mois. Mais on faisait ça aussi entre potes et ça durait un moment aussi. Mhm. On voit là sur le site topsanté.com, ils disent que la dépendance au jeu, c'est un jeu pathologique. Il s'agit d'une pathologie psychiatrique et elle constitue une dépendance au même titre que les substances psychotropes comme la cocaïne et l'héroïne. Hein, donc on voit toute l'excitation qu'il peut y avoir aussi au niveau des neurones et combien ça peut aussi activer la dopamine. Hein, toujours est à la recherche d'une performance, devenir encore meilleur. On a vu, et vous verrez certainement sur Internet, à la télévision, dans des émissions sur ce thème, des jeunes qui témoignent même de la violence qu'il y a quand ils n'arrivent pas à atteindre un score, une performance. Ils entrent dans une violence, une colère incontrôlée. Ils sont même capables de casser leur ordinateur. Voilà, il y a plus de respect, il y a plus de vie, et là, la personne se trouve vraiment en danger. Quels sont les symptômes? Alors, il y a des symptômes qu'on peut remarquer quand il y a un plaisir augmenté avec le temps passé à jouer. Hein. Une impossibilité d'arrêter le jeu malgré de nombreuses tentatives d'arrêt. Une irritabilité, une agressivité provoquée quand il est impossible de jouer à un jeu, par exemple. Il suffit qu'un enfant soit privé, que sa maman le prive de son jeu, il est capable d'être très violent. Il peut y avoir une perte de contrôle pendant le jeu, un abandon, une réduction des autres activités dans les relations sociales. Et Emmanuel, tu as été pris au piège du jeu. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui. Donc, bonjour à tous. Donc, moi, en fait, avant de venir aux collines, je jouais déjà un petit peu donc aux jeux de grattage dans les bureaux de tabac, principalement les jeux à 5 euros parce que je gagnais souvent des sommes en fait de 50, 100 euros. Voilà, c'était particulièrement des sommes de 100 euros que je gagnais assez souvent et du coup, voilà, j'y avais trouvé un petit plaisir en fait, dans le sens où ça m'attirait de prendre des jeux comme ça et puis de gagner de l'argent un peu facilement. Et bon, je connaissais déjà le Seigneur, la vie chrétienne, mais voilà, je faisais ce choix en fait de jouer à ces jeux-là. Et quand je suis arrivé aux collines, en fait, j'ai arrêté pendant un moment. Je me suis vraiment tourné vers Dieu et j'ai pris des décisions de m'éloigner de tout ça en fait et de prendre une relation avec Dieu. Et après, j'ai été amené à travailler à l'extérieur en fait. Et quand je suis sorti donc à l'extérieur dans le monde du travail, et voilà, un jour j'ai gagné 5 euros comme ça et je suis rentré dans le tabac du village où je travaillais et j'ai gagné 500 euros en fait. Et tout de suite ça m'a attiré de nouveau en fait à rejouer à ces jeux et vu que moi je ne fumais plus, je ne buvais plus parce que je pratiquais ces addictions aussi là avant en fait. Pour moi, ça restait un petit plaisir comme ça de jouer à ces jeux de grattage sans forcément consommer d'alcool ni de tabac ni quoi que ce soit. Et j'y voyais pas de mal dans les débuts. Donc j'ai gagné 2 fois 500 euros et peut-être une vingtaine de fois 100 euros comme ça des tickets. Voilà, j'ai gagné 2 fois 200 euros aussi. Enfin, c'était souvent des grosses sommes et moi ça me montrait que je gagnais plus que je dépensais dans les débuts, donc je continuais à jouer
Et puis après, je suis arrivé à un stade où je rentrais avec ma paye au tabac et je pouvais dépenser 500 euros comme ça dans les jeux sans rien gagner de la journée. Et voilà, et là, ça a commencé à devenir un peu grave parce que, bon, ben moi, je jouais aussi parce que voilà, j'étais en train de passer mon permis, j'avais quelques dettes du passé, et puis je pensais qu'avec plusieurs sommes comme ça, ben, je pouvais régler ce que j'avais à payer, et au final, j'ai plus dépensé en fait que donner de l'argent aux dettes que je devais. Et voilà, donc on en a discuté autour de moi, on m'a montré clairement les choses, comme quoi que c'était vraiment pas bien, et j'ai pris la décision d'arrêter, mais bon, c'était vraiment mon choix, moi, avec l'aide de Dieu, bien sûr, mais sans le choix personnel, en fait, j'aurais pas pu me séparer de ces jeux-là, quoi. Mhm. Il y a quelqu'un là, Lisa 45, dans son témoignage, dit que elle s'est séparée de son mari, voilà, elle s'est mise à jouer et suite de ça, elle dit j'ai commencé à gratter hein, par ennui et là, en 6 mois, elle dit j'ai fait un trou de 10 000 euros. Hein, elle dit je sais plus quoi faire, c'est compulsif. Alors on voit là quelques listes. Est-ce que tu te retrouves, toi, Emmanuel, dans ça quand il dit quand des signes comme quoi il y a une addiction au jeu, c'est quand la personne ne parle que de jeu, qu'elle ne mentionne jamais ses pertes, elle joue de plus en plus gros, elle s'endette, emprunte de l'argent autour d'elle, dit sans cesse qu'elle va se refaire, qu'elle est de mauvaise humeur à personne quand elle ne joue pas, et elle avoue que jouer c'est plus fort qu'elle. Est-ce que c'est ça, est-ce que ces symptômes-là, tu les retrouves aussi, tu les as expérimentés aussi? Oui, oui, c'est tout à fait C'est ça. tout à fait ça. Il y a pas de, il y en a pas un en fait qui n'est pas présent dans le quotidien. Et lorsqu'on joue, je pense qu'on retrouve exactement tous ces points-là dans notre comportement. C'est exactement ça, quoi. C'est vraiment Mhm. emprunter de l'argent. D'ailleurs, moi, j'avais arrêté de fumer la cigarette et lorsque j'ai perdu les premières sommes, ben, ça m'a attiré à racheter un paquet de cigarettes aussi. Donc, c'est après voilà, ça nous met de mauvaise humeur. C'est exactement tous ces points-là, en fait, on les retrouve Mhm. précisément dans notre comportement de vie, quoi. Ouais. Mm. Il y a un autre témoignage de Bartok qui dit j'en suis arrivé à des extrémités, mensonges, vol d'argent de mes proches, et ça c'est le plus pénible à vivre. Ce qui me manque le plus, c'est de pouvoir échanger avec des personnes qui comprennent la souffrance et l'enfer que cette addiction peut engendrer. Est-ce qu'il y a une souffrance alors parce que ça crée un plaisir quand même de jouer, ça stimule, on a vu que ça peut être, ça stimule la dopamine, ça peut être semblable à une addiction de substances psychoactives. Et est-ce que c'est un enfer de jouer comme ça? Après, bah, je dirais que pour certaines personnes, ça peut l'être, surtout bah, des personnes qui ne connaissent pas Dieu, qui sont pas chrétiennes, qui ont vraiment en fait ce plaisir-là, et lorsqu'ils peuvent plus jouer, ils peuvent être amenés justement à voler ou à souffrir en eux-mêmes parce qu'ils n'ont pas en fait l'argent pour jouer, ou et de là aussi à mettre de mauvaise humeur parce qu'il y a une souffrance qui est là. Moi, la souffrance que j'ai pu ressentir, c'est que ben, ça m'éloignait de Dieu tous les jours, et que en fait, j'avais perdu ma relation avec Dieu, et je pensais vraiment que à jouer au jeu, jouer au jeu. Le soir, je me disais, bah, demain, je vais partir au travail, voilà, il me faut 10 ou 20 euros pour jouer. Alors, de voler, c'est pas ce que j'aurais fait, j'aurais pas volé de l'argent non plus, mais en fait, le fait de souffrir par rapport à Dieu, de dire, ben voilà, de base, on s'est engagé en fait avec le Seigneur, et après, on s'éloigne de Dieu par rapport à ces jeux-là. Mais c'est vrai que chez certaines personnes qui n'ont pas connu Dieu et qui sont pas du tout chrétiennes, je pense que ça peut engendrer des souffrances, et puis Mhm. voilà, mener à voler de l'argent, Ouais. tout à fait, quoi. C'est pas facile d'en parler en fait. Pas trop, Ouais. non, pas trop. On le cache, hein, c'est caché. Hein. Mm. Comme une autre addiction finalement, on a souvent du mal à en cacher, à en parler. On cache jusqu'au jour où c'est plus possible. Mm. 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 Ben, comme la pornographie, l'alcool, la drogue, c'est ouais, c'est un peu comme tout ça, hein, Ouais, ouais. Ouais, et puis, Ah, d'ailleurs, oui. je voulais préciser que le vol d'argent, c'est vrai, moi je l'ai vu dans les jeux, donc Manu il l'a pas fait, mais moi j'ai la drogue, je reviens à la drogue, c'est une petite parenthèse, mais c'est vrai que moi déjà j'étais mineur à l'époque et j'avais pas les moyens d'avoir des sous.
Donc je volais dans le portefeuille de ma mère, je lui demandais, elle me disait tu vas faire quoi avec ça? Et, bah, je lui disais pas, au début je lui disais pas, et puis ça fait beaucoup de mal aussi. Ouais, à sa famille, à l'entourage, et quand ils voient où est-ce qu'on plonge, où est-ce que leur argent est parti, et tout ça, c'est déjà, ouais, c'est... Mhm. Alors, on va aborder des clés, des petits points qui peuvent nous aider oui, j'avais ça. Euh, une étude, oui, donc sur les vidéos qui favorisent aussi l'agressivité. Hein, donc, on voit sur une étude de grande ampleur qui a été menée avec 2154 adolescents, hein, dont 38% d'hommes âgés de 21 ans en moyenne. Ils ont été sondés en Australie, au Japon, en Chine, aux États-Unis, en Allemagne, en Croatie et en Roumanie sur le degré de violence rencontré dans les émissions télévisées, séries, films ou jeux vidéo qu'ils regardaient. Les conclusions de l'étude révèlent que la violence des médias a été positivement et significativement liée à un comportement agressif dans tous les pays. En effet, l'exposition a été liée à une pensée agressive accrue et a réduit l'empathie. Hein, donc on retrouve ça sur les sites sosjoueurs.org et addictel.com. On voit donc l'influence des jeux vidéo aussi sur l'agressivité des jeunes. 4 clés pour quitter les addictions. 4 clés, c'est des pistes de réflexion. Trouver un sens à sa vie, je pense que c'est quelque chose qui peut être vraiment une clé pour s'en sortir. Beaucoup de jeunes sont livrés à eux-mêmes. Ils pensent que le sens de leur vie, c'est que le plaisir. Et en fait, et ce qu'il faudrait, c'est amener une personne à trouver trois rêves, 3 désirs profonds à mettre en place pour dire voilà ce que j'aimerais faire. Et puis voir les freins également qui peuvent empêcher ça, dire voilà, mais j'aimerais bien faire ça, mais voilà ce qui m'en empêche. Et pouvoir en parler avec d'autres et voir ce qui est possible de faire et dire mais voilà ce qui me manque, c'est un but dans ma vie. J'ai pas un but, je sais pas quoi faire, je traîne, je zone, je sais pas. Et souvent la loisiveté fait qu'on tombe dans la drogue, la pornographie, les jeux, il y a des mauvaises fréquentations, etc. Et trouver un sens à sa vie, c'est peut-être capital. Avoir du discernement également pour dire qu'est-ce qui me conduit vers les substances, vers l'addiction, vers la pornographie. Il y a des éléments déclencheurs, des facteurs, ce qu'on appelle les facteurs de vulnérabilité, qui souvent sont liés à l'enfance, à des blessures de l'enfance, de maltraitance, peut-être des parents qui ont divorcé. Ça, ce sont des facteurs de vulnérabilité. La personne se sent beaucoup plus vulnérable. Elle peut culpabiliser. Un enfant peut se sentir coupable du divorce de ses parents. S'il y a de la maltraitance physique ou psychique, du harcèlement, etc. Ça, ce sont des facteurs de vulnérabilité. Et il faut pouvoir discerner, de dire, mais qu'est-ce qui me rend vulnérable dans ces choses-là, hein, et qui m'ont conduit à ça. Pouvoir faire le point et pouvoir se faire aider également. Hein. Et puis, on voit qu'il y a des facteurs aussi déclencheurs, des facteurs déclencheurs d'une crise addictive. Ça peut être une frustration, un sentiment d'isolement, un stress important, une mauvaise estime de soi. Ça peut déclencher aussi une crise addictive. Quelqu'un qui nous répond pas, qui nous écoute pas. Et il faut être à l'écoute un petit peu de ces émotions intérieures là, pour dire oh là, je ressens qu'il y a quelque chose qui monte, c'est pas bon. Et je sens qu'il y a quelque chose que voilà, je suis pas loin d'une crise là. Là, il me faut quelque chose là parce que ça va pas. Est-ce que vous avez déjà ressenti ça? Ah oui. Les facteurs déclencheurs comme ça? Ouais. Bah oui. Est-ce que vous voulez dire un mot? Ouais, c'est vrai. Une fois qu'on a commencé du coup à devenir addict à quelque chose, que ce soit les jeux ou la pornographie ou les joints, enfin quoi que ce soit, le tabac. De toute façon, le tabac c'est tout le temps, mais. Et je pense que dès qu'on a, c'est vrai, souvent quand j'avais un sentiment d'insatisfaction ou les nerfs ou une embrouille avec ma mère ou mon père ou avec mes frères ou une embrouille avec des gens autour,
ou quelque chose qui dérape, ou même des fois, rien que le fait, la journée, elle débute mal avec une mauvaise pensée, bah, une cigarette, on renverse un café, ça nous énerve, une cigarette. Et souvent, il y a pas mal d'éléments déclencheurs qui passent. Et même des fois, on écoute aussi, et ça, c'est vrai qu'on n'en a pas vraiment parlé, mais les musiques, des fois aussi, ça entraîne vraiment à une consommation qui peut varier. Genre, si on écoute des fois de la musique dépressive alors qu'on n'est pas bien, enfin, moi, je connais des personnes, et puis moi, personnellement, où j'ai pu boire, et à l'inverse, écouter des musiques super toniques, et puis commencer à prendre plein de trucs différents, et ça peut vraiment varier selon ce qui peut arriver. Alors, on voit que aussi une des clés, c'est en parler. Est-ce que c'est toujours facile de parler de ce qui ne va pas, de parler de ses problèmes, de parler de son addiction? C'est quand même important de trouver quelqu'un, une oreille attentive, à qui on pourrait se confier, quoi. Alors, je pense que quand tout va bien, on n'en parle pas forcément en fait quand on est dedans et comme pour les jeux, tant qu'on a de l'argent, qu'on peut jouer, qu'on gagne, on va pas en parler forcément et par contre quand on commence à plus avoir d'argent, à devoir de l'argent, voilà, à plus avoir de sous sur le compte et puis on voit que on tombe dans un piège en fait, c'est là qu'on va être amené à en discuter. Enfin, à se confier à quelqu'un et puis essayer de trouver les moyens de s'en sortir parce que voilà, on s'aperçoit en fait que ça va plus du tout quoi et que ça nous fait plonger en fait petit à petit et du coup il faut vite se relever parce qu'on prend conscience que on va très très mal en fait donc Est-ce que c'est dur d'accepter de se faire aider? Ben, ça dépend par qui. C'est pareil, si on est bien entouré mais des fois ça peut être difficile. Ouais, ça peut être difficile dans le sens, ça dépend de notre caractère aussi. Si voilà, si on est têtu ou si on accepte facilement l'aide des autres. Moi, je pense que ça dépend du caractère un peu de tout le monde, mais en général, bon, c'est pas trop facile d'accepter de se faire aider quand on sait que voilà qu'on est grand, qu'on peut se débrouiller tout seul, que ça dépend du vécu, ça dépend de beaucoup de choses en fait, quoi. Ça dépend de la disposition du cœur aussi. Je pense sincèrement que si une personne elle a pas envie d'arrêter et que dans son cœur elle se dit non j'ai pas envie et qu'elle veut continuer dans ce qu'elle fait, les parents ils auront beau dire plein de choses, les dégâts que ça fait, l'argent que ça coûte et tout ça, la personne elle continuera à consommer et c'est jusqu'au jour où elle commencera à voir quelque chose arriver, là déjà elle commencerait à pouvoir en parler et enfin, si elle arrive à en parler déjà des problèmes qu'elle a et des addictions. Et ensuite de se faire aider, c'est une étape qui vient après. Et je pense que c'est déjà dans le cœur de la personne si elle veut arrêter ou pas. Déjà dans le cœur, ça commence. Si une personne est bloquée, ça ne marchera pas. Là, on voit donc quelques adresses où on peut se faire aider, hein, trouver de la documentation, s'informer, drogue-info-service.fr ou drogue.gouv.fr. Nous, on travaille aussi avec le centre de soins, le XAPA, hein, mais vous voyez, vous trouverez aussi tous les infos sur Internet. Vous pouvez vous renseigner à Drogue Info Service, hein, Alcoolisme Info, Écoute Cannabis, Tabac Info Service. Hein, donc il y a des adresses comme ça où on peut se faire aider. Je crois que c'est important de pouvoir s'adresser. Déjà en parler à un médecin. C'est peut-être le soignant qui est le plus proche de nous, le médecin de famille, le médecin traitant, le généraliste, à qui déjà on peut parler de ses problèmes, quels qu'ils soient, de son addiction, quelle qu'elle soit, et elle peut nous orienter, nous diriger vers un addictologue, un psychologue, etc. Hein, donc les médecins généralistes, le XAPA, nous on travaille beaucoup avec les centres de soins d'accompagnement et de prévention en addictologie. On a de très bons rapports avec des infirmiers, psychologues et addictologues. Hein, ils sont venus visiter notre maison d'accueil. On a de très bons rapports avec eux. Donc c'est important de pouvoir se faire aider, de pouvoir en parler, de ne pas rester seul, de ne pas s'enfermer, parce que l'addiction a tendance à nous enfermer sur nous-mêmes et on a du mal à s'en sortir. Nous, on fait l'accueil de personnes à la Maison des Collines. Voilà 17 ans qu'on travaille à la Maison des Collines à Montferrat.
On accueille des hommes de 18 à 40 ans qui ont ces problèmes-là. Ils ont fait beaucoup, on fait une cure, des fois de plusieurs cures. J'ai connu une personne qui a fait 14 cures de désintoxication. Voilà. Et puis on se dit, mais il faut un plus. Il faut quelque chose de plus. Et déjà, en venant aux collines, ils font une démarche volontaire pour s'en sortir. Peut-être que Emmanuel et Kylian, vous pouvez nous parler de ce qui vous a amené à faire la démarche pour venir dans cette maison où vous êtes actuellement. Ouais, je peux. Alors moi, j'ai été deux fois, enfin j'ai fait deux sevrages différents avant d'en avoir fait. Enfin, en total, j'ai fait trois sevrages. Donc les deux premiers, ils n'ont pas marché. Ouais, ça n'a pas marché. Et, le troisième, j'ai vraiment voulu le faire pour plusieurs raisons. Je pense déjà il y avait une peur. J'avais vraiment l'impression que j'allais mourir. J'étais certain que j'allais mourir. C'était assez violent. Et de la parano aussi, parce que le shit, ça rendait parano et tout ça. Donc, et finalement, j'ai choisi d'aller dans un endroit chrétien parce que j'ai des convictions déjà depuis tout petit où je crois en Dieu. Et il y a aussi pas mal de choses, on peut appeler ça paranormal ou de la schizophrénie ou quoi que ce soit, qui me sont arrivées. Et ça m'a troublé et c'est revenu à l'âge de 16-17 ans. Et là, au bout d'un moment, c'était trop. Et j'ai choisi d'aller dans ce centre-là. J'ai cherché sur Internet. J'ai mis centre chrétien et j'ai trouvé celui-là de la C3. Et quelques mois après, j'ai été accepté ici. Emmanuel, oui. Et moi, j'étais un petit peu, voilà, j'étais séparé de mes parents quand j'étais tout petit, et enfin, quand j'avais l'âge de 13 ans. Et puis j'ai vraiment sombré dans l'alcool, dans la drogue. J'ai fini dans la rue pendant des années. Et bien sûr, j'ai connu Dieu en 2010, mais j'ai fait le choix voilà, de rencontrer encore des mauvaises personnes et puis j'ai continué de m'alcooliser, de me droguer et voilà, je recherchais toujours une famille en fait qui pourrait m'apporter de l'amour, enfin des besoins que moi j'avais que je n'ai pas eu avec mes parents. Et au fur et à mesure du temps, pour abréger un petit peu la situation, je me suis retrouvé avec des problèmes de justice que j'étais pas forcément voilà impliqué dedans, mais par rapport à mes choix en fait, je suis tombé avec une peine de prison, toujours dans l'alcool, toujours dans la drogue, des grosses consommations et j'ai fait le choix de passer par une cure de désintoxication et dans cette cure de désintoxication, je voulais quitter la région, je voulais m'éloigner de ma famille parce que ça me faisait déjà souffrir d'être près d'eux, mais de pas avoir cette relation en fait familiale avec eux et aussi pour moi pour m'en sortir par rapport aux drogues et à l'alcool. Et du coup, voilà, j'ai appris que il y avait un centre chrétien à C3 et j'ai fait la demande et j'ai été accepté voilà très peu de temps après. Donc je me suis réjoui, j'ai vraiment remercié Dieu pour cette grâce qui m'a donné encore une chance en fait de pouvoir m'en sortir et d'être accepté ici quoi. Ouais. Est-ce que vous pourriez dire à ceux qui vous regardent, qui nous écoutent, qu'est-ce que vous avez découvert en venant à la maison d'accueil des Collines? Qu'est-ce que ça vous apporte? En quoi ça vous est utile? Moi, j'ai trouvé une famille. Au début, c'était assez compliqué. J'avais du mal, je voulais sortir et Christian, il le sait, hein, tous les mois, enfin, au début, ouais, tous les mois pendant un an, je venais voir Christian, tous les deux, ça dépendait, et je venais voir Christian, et je lui disais, je vais partir et tout ça, et Christian, il a été là vraiment, vraiment comme la famille à me dire, mais qu'est-ce que tu vas faire si tu sors, où tu vas, t'as des projets ou pas, et à chaque fois, ça me revenait en conscience, et je me disais, non, je me disais, si je sors, je vais tomber dans l'alcool à nouveau et tout ça, et finalement, ici, j'ai vraiment trouvé ouais, un endroit, une famille. Et j'apprends beaucoup de choses ici. J'étais quelqu'un qui travaillait pas, qui était vraiment flemmard et tout ça. Et ici, je commence à changer ça. C'est difficile, ça prend du temps. J'apprends à travailler, j'apprends la persévérance et les combats aussi avec Dieu. Ouais. Ouais, moi je dirais pareil. En fait, j'ai trouvé vraiment un esprit de famille, une famille que j'ai pas eu en fait à l'extérieur et ça a comblé pour moi un certain manque et aussi beaucoup les moments spirituels.
le temps d'apprendre aussi dans la parole de Dieu, d'apprendre beaucoup de choses du côté spirituel en fait, et ça m'a aidé à prendre conscience de certaines choses, à passer du temps aussi dans la prière avec Dieu et aussi à me remotiver pour j'ai pu passer mon permis de conduire alors que je me voyais jamais passer mon permis. Enfin, j'ai eu des motivations aussi par rapport au travail, par rapport à beaucoup de choses. Voilà, je me suis fait baptiser, j'étais aux collines, j'ai renoué des liens avec mes parents grâce à ça aussi, grâce au choix que j'ai pu faire ici. Enfin, j'ai pu pardonner, il y a beaucoup de choses que j'ai trouvées, voilà, qui ont été bien, qui ont été des bonnes choses pour ma vie, en fait, au niveau de tout, au niveau de toute motivation, ben, par rapport, déjà au papier, à la vie active, au travail, permis de conduire, enfin, l'autonomie, et puis aussi, côté spirituel, ça m'a aussi beaucoup apporté, j'ai beaucoup appris et j'en apprends encore toujours parce que la vie en communauté, ben, elle n'est pas toujours évidente, mais en général, Dieu nous fait passer par des épreuves pour que ça soit formateur pour nous et c'est vraiment c'est vraiment très bien. Je pense que si on est placé ici, c'est pas pour rien, c'est que Dieu l'a voulu et voilà, c'est formateur pour nous et il y a beaucoup d'apprentissage, il y a beaucoup de bonnes choses à retenir pour notre vie lorsqu'on est ici et aussi quand on va sortir d'ici, quoi. Donc on voit que c'est important pour les personnes qui sont addictes de trouver de l'aide, de pouvoir en parler, de se faire soigner, de trouver des médecins, addictologues, psychologues, d'avoir un traitement peut-être qui peut les aider. Mais nous, on croit aussi que l'être humain, il y a une dimension spirituelle dans l'être humain et on ne peut pas mettre de côté cet aspect-là parce qu'il est aussi capital. Et c'est bien de se faire soigner quand on est blessé, quand on a mal, d'en parler à un médecin, etc. Mais de se tourner aussi vers celui qui nous a créés. Même dans l'association des alcooliques anonymes, ils aident beaucoup avec les médecins, etc. Mais pouvoir en parler et faire une référence à Dieu. Et c'est ce que je voudrais voir pendant quelques minutes, faire une petite conclusion de ces moments autour de la parole de Dieu. Donc, en conclusion, on voit que l'addiction, c'est un piège. C'est un piège, c'est comme le piège de la souris avec le fromage. La souris, elle va s'approcher tout doucement, elle va reculer, etc. Elle va goûter une première fois, elle va s'en aller, elle va revenir 2 fois, puis elle va grignoter de plus en plus jusqu'à ce que le piège se referme sur elle. Et c'est vraiment ça. Le dilemme, c'est de prendre la décision d'abandonner, d'arrêter l'addiction, de se faire aider, d'en parler. C'est un dilemme, pourquoi? Parce que il y a la notion du plaisir. Il ne faut jamais oublier que celui qui est addict, il trouve un plaisir dans son addiction. Et quelque part, il voudra arrêter à cause des conséquences négatives, mauvaises, néfastes, destructrices de sa vie. Puis d'un autre côté, alors qu'il voudrait arrêter, il continue malgré tout à cause du plaisir. Et là, elle se trouve vraiment prise dans un piège. Et elle a besoin d'en parler, mais elle ne pourra jamais faire l'économie du choix. Le choix est incontournable. Il faut quand même faire un choix. C'est pas si je veux, j'arrête quand je veux. Mais non, c'est pas le cas. Mais si la personne veut arrêter, elle peut trouver de l'aide. Elle n'est peut-être pas en mesure de pouvoir, mais elle peut vouloir déjà. Et s'il y a une volonté, alors ça peut être le démarrage d'un changement. Les jeunes que nous accueillons aux collines viennent sur une démarche volontaire. On veut pas que ce soit un placement, c'est pas une obligation. Et quand des jeunes viennent par pression familiale, ça se passe pas bien parce que ce n'est pas leur choix. Il faut vraiment que ce soit le choix. C'est un choix capital, la volonté de la personne. Quand Jésus vient, on va aborder cet aspect spirituel. Quand Jésus voit quelqu'un, il voit un lépreux et que veux-tu? Que veux-tu? Tu mendies, tu fais l'aumône, tu as de l'argent, peut-être que qu'est-ce que tu veux? Jésus, Jésus, criait un aveugle. Que veux-tu? Et Jésus nous pose la même question.
la personne qui est addicte doit savoir ce qu'elle veut au fond. Si elle veut vraiment arrêter et qu'elle a besoin d'aide, qu'elle n'y arrive pas, mais il faut qu'elle soit honnête avec elle-même, il faut qu'elle soit authentique et que cette volonté de s'en sortir soit réelle. Il faut que ce soit une motivation à 100% si possible, ou près des 100%. Il faut vraiment en vouloir et dire « je veux que ma vie change ». Voilà, et ce qui est important, c'est de se dire je veux plus être esclave de ça. Dans la parole, l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 6,12, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas asservir par quoi que ce soit. Et c'est ça qui est important. Dans la Bible, on va dire, quelqu'un m'avait dit un jour, mais c'est pas écrit, tu ne fumeras pas. Tu ne te drogueras pas, tu regarderas pas, ok. Mais qu'est-ce qui est bon pour moi? Qu'est-ce qui est bon pour moi? Si ça m'a servi, si je suis esclave de la pornographie, si je suis esclave de drogue, d'alcool, etc., ça nuit à ma vie, ça nuit à ma santé, ça me détruit psychiquement, ça peut me faire perdre mon travail, ça détruit ma relation avec les autres, ça peut détruire mon couple, ça peut détruire la famille. Enfin, ça nous coupe de tout notre entourage. L'addiction, c'est une destruction à petit feu. Et si tout m'est permis, ça n'est pas forcément utile. Et puis, l'apôtre Paul dit, je ne me laisserai asservir en rien, en quoi que ce soit. Je ne veux pas être esclave. Asservir, c'est rendre esclave. Et je ne vais pas me laisser rendre esclave par ça. Quand une personne arrive à un point où il dit « je peux plus m'en passer, c'est plus fort que moi », elle est esclave. Ça veut dire que c'est l'esclave. L'esclave, il avait toujours un maître. Si la personne est esclave de l'alcool ou de la drogue ou de la pornographie ou des jeux, ok, ça veut dire que son maître, elle est esclave d'un maître. Et c'est le jeu, c'est la porno, c'est la substance. Mais elle est esclave, ça veut dire qu'elle ne peut plus s'en défaire. Et finalement, c'est la drogue, la substance, ce à quoi elle est addicte, qui va diriger sa vie. Et toutes ses pensées vont être orientées vers ça. Et si elle a des petits moments où elle semble s'en dégager, ça revient à un moment où peut-être elle ne voudrait pas, et puis là, la notion du plaisir qui revient et la personne recommence. L'apôtre Paul dit, quand il dit « je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas ». Et en fait, il y a comme une lutte dans chaque être humain, une lutte entre ce qui est bon et ce qui n'est pas bon, entre ce qui me fait plaisir. Ce qui me fait plaisir n'est pas toujours bon et ça peut aller jusqu'à ma destruction. Et Jésus est venu pour nous rendre libres. Jésus dit dans Luc au chapitre 4, il dit au verset 18 qu'il est venu pour guérir les cœurs brisés, pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue et pour renvoyer libres les opprimés. Il est venu pour nous rendre libres. Il ne veut pas que nous soyons esclaves, il veut que nous le connaissions. Jésus nous a tant aimés qu'il a donné sa vie. Il est venu pour quoi faire? Il est venu pour briser le pouvoir du péché et donner à ceux qui croient en lui le pardon de leurs péchés et la vie éternelle. Voilà pourquoi il est venu. Et c'est pour celui qui croit, quiconque croit en lui. Voilà. Il est venu, Dieu nous a tant aimés qu'il a donné son Fils Jésus, afin que nous tous et tous ces jeunes qui sont addicts viennent à lui, le connaissent et qu'en croyant en lui, ils obtiennent le pardon de leurs péchés. Le vrai problème du fond du cœur de l'homme, c'est le péché. Le péché qui est une puissance du diable qui vient pour nous avilir, nous asservir, nous détruire, nous séparer de la gloire de Dieu et de son royaume. Et Jésus est venu pour nous réconcilier avec notre Père, avec notre Créateur. Et il vient prendre le péché. Quand il meurt sur la croix, Jésus, on ne lui prend pas sa vie, il la donne. Il la donne en sacrifice pour tous. Et il vient pour se charger de nos péchés. Sur la croix, il est le péché en personne, le péché personnifié. Il s'est chargé du péché du monde pour l'engloutir, ce péché, dans sa mort.
Et par sa résurrection, il montre qu'il a englouti le péché dans sa mort, mais qu'il a le pouvoir sur la mort. Et c'est pour ça qu'il est dit que quiconque croit en lui, il obtient en son nom le pardon de ses péchés et la vie éternelle. Il nous lave, par son sacrifice, il nous lave de nos péchés. Il nous purifie de tout péché. Et c'est lui vraiment qui peut nous aider, même si on va voir un addictologue, un psychologue, on se fait aider humainement parlant. Dieu a donné la science aux hommes, la médecine, c'est formidable. Et puis on voit qu'il y a la limite. Et en fait, la personne est aussi un être spirituel et elle doit découvrir sa vraie relation avec Dieu et trouver en Jésus un vrai sauveur. Alors, moi, je vous encourage vraiment à faire ce pas de foi. Prenez contact avec votre pasteur. Renseignez-vous dans votre ville. Il y a une église protestante, une église évangélique. Allez voir un pasteur. Parlez-lui de vos problèmes. Parlez-lui de votre addiction. Et il va vous aider. Si vous n'avez pas de Bible, vous pouvez nous contacter, mais vous pouvez demander au pasteur de la ville où vous êtes. Demandez une Bible. Cherchez-la aussi sur Internet. Vous allez trouver. Lisez les évangiles. Et apprenez à connaître qui est Jésus, celui qui vous a aimé au point de donner sa vie pour vous. Son désir, c'est de nous rendre libres. Quand il est écrit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Et Jésus dit, moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Et Jésus est vraiment venu pour nous rendre libres. Les jeunes que nous accueillons, qui font ce choix de se tourner vers Dieu, connaissent une liberté. Jésus vient pour ôter la culpabilité. Les addicts sont souvent des gens qui sont coupables, qui se sentent coupables, qui vivent dans la culpabilité permanente. Mais Jésus vient pour nous dégager de ça. Il veut vraiment qu'on soit libre. Il veut se révéler à nous pour nous rendre libres. Alors moi je vous encourage à vous détourner de votre péché, à vous repentir et à dire à Jésus, Seigneur Jésus, je te demande pardon, parce que je suis tombé dans l'addiction, je suis dans l'esclavage, et ce maître c'est un mauvais maître, l'alcool, la drogue, la pornographie, les jeux, ce sont des mauvais maîtres, et ils sont en train de détruire ma vie, mon couple, ma famille, je suis en train de perdre tous mes repères. Seigneur Jésus, je te demande pardon pour tous mes péchés. Pardonne-moi, s'il te plaît, Seigneur, je crois dans ton sacrifice qu'à la croix, tu t'es chargé de mes péchés et que si tu es mort, c'est pour engloutir mon péché dans la mort. Et si tu es ressuscité, c'est pour me donner ta vie. Seigneur, je réclame ta vie, je veux ta vie, Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse et n'hésitez pas à prendre contact avec nous. À bientôt.